Nous attaquons à présent notre chapitre 4 qui s'intitule Travail-énergie. Nous allons voir ici des notions intéressantes parce qu'elles vont venir compléter ce que nous avons vu précédemment et nous offrir différentes possibilités pour résoudre des problèmes de mécanique. Balayons les notions que nous allons voir dans ce cours. Tout d'abord, nous allons parler de travail et de puissance d'une force. Donc, on commence par la définition d'une puissance. Et puis, on abordera le travail. Tout d'abord, en parlant du travail élémentaire d'une force. Nous aurons besoin du déplacement élémentaire pour calculer ce travail élémentaire. Ensuite, on intégrera pour avoir le travail d'une force. Et on verra, enfin, le lien entre travail et puissance. Et puis ensuite, nous allons découvrir les différentes énergies. Tout d'abord, l'énergie cinétique, qui a été vue dans le secondaire, sa définition, et puis un théorème très important qu'on utilise souvent, le théorème de l'énergie cinétique. Nous ferons un petit exemple, et nous verrons quand est-ce qu'il faut traiter un problème de façon énergétique, quand est-ce qu'il est judicieux de le faire. Un gros paragraphe sur les forces conservatives et les énergies potentielles. Nous verrons ce que c'est une force conservative et qu'elle donne naissance à une énergie potentielle. Donc là, il y aura un peu de langage mathématique à utiliser. Nous verrons cela. Nous verrons donc des exemples de forces conservatives qui donnent naissance à des énergies potentielles. Et puis, un exemple de force non conservative. Ensuite, l'énergie mécanique. Quelle est sa définition ? Et comment celle-ci apparaît dans le théorème de l'énergie mécanique, donc un nouveau théorème que nous pourrons utiliser. Non-conservation de l'énergie mécanique ou conservation de l'énergie mécanique, nous verrons deux aspects du même théorème. Et enfin, nous verrons un petit paragraphe sur l'énergie mécanique et mouvement. Nous verrons qu'en étudiant des profils énergétiques, on peut connaître les mouvements possibles pour un point matériel. Le dernier paragraphe concernera la notion d'équilibre, d'énergie potentielle et de stabilité. En effet, à partir de l'énergie potentielle, nous pouvons déterminer les positions d'équilibre, stables ou instables, d'un point matériel lors de son mouvement. Donc on va tout d'abord travailler sur la puissance d'une force. Pour cela, on va faire un petit schéma. Voici une trajectoire d'un point M. Sur sa trajectoire, ce point M est soumis à une force qu'on va appeler F. Et cette force va faire un certain angle avec le vecteur vitesse du point M, qui est ici. Et cet angle, on va l'appeler θ. Et bien par définition, la puissance d'une force, qu'on va écrire P force, est égale à F scalaire la vitesse du point M, que l'on peut aussi écrire sous la forme F fois V, en utilisant la norme de la force et la norme du vecteur vitesse, fois le cosinus de l'angle θ, angle entre la force et le vecteur vitesse. La puissance est donc une grandeur scalaire. Au niveau des unités, on a la force qui s'exprime en newton, la vitesse en mètres par seconde, cos θ n'a pas d'unité, n'a pas de dimension, donc la puissance s'exprima en newton mètres par seconde, et ceci est équivalent à des watts, unité bien connue pour la puissance, notamment pour une puissance électrique, mais c'est le cas aussi pour une puissance mécanique. Si on veut la dimension d'une puissance, on pourra travailler sur le newton, qu'on connaît bien, grâce à la somme des forces égale à ma, on connaît la dimension qui correspond à l'unité newton, et on pourra en déduire la dimension d'une puissance. La force que l'on vient de définir sur le schéma peut être qualifiée de trois adjectifs. Elle peut être motrice, résistante ou de puissance nulle. Elle sera motrice quand θ sera inférieur à π sur 2. À ce moment-là, elle fera gagner de la vitesse au point M. Elle sera résistante quand θ sera supérieur à π sur 2, et donc inférieur à π. À ce moment-là, elle fait diminuer la vitesse du point M, ou alors de puissance nulle, le cas intermédiaire, quand θ sera égal à π sur 2, et la vitesse ne sera pas modifiée par une force de puissance nulle. Dans le cas d'une force motrice, on a une puissance qui est positive. Dans le cas d'une force résistante, la puissance est négative, et bien sûr, la puissance est nulle dans le cas de la force de puissance nulle. Enfin, un petit détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que la vitesse du point M dépend du référentiel, et que donc si on change de référentiel, la puissance des forces peut être modifiée. Pour définir le travail élémentaire d'une force, nous allons avoir besoin d'un nouveau schéma, mais toujours la trajectoire du point M. Le point M est dans une position M de t à l'instant t, et dans une position M de t plus dt à l'instant t plus dt. On sait depuis le chapitre 1 que le vecteur qui relie m de t à m de t plus dt s'appelle d de OM. Et c'est le déplacement élémentaire que l'on peut écrire aussi dl.
Ce point M, il a une certaine vitesse, on va la dessiner ici, tangente à la trajectoire, et donc ici, il s'agit de V de M. Le point M est toujours soumis à une force, F, que l'on va prendre comme ceci. Donc comme on vient de dessiner le déplacement élémentaire sur le schéma, on se doute qu'il va intervenir dans le travail élémentaire d'une force qui s'écrit delta W de la force F est égal à F scalaire DOM. Ainsi, pour calculer le travail élémentaire d'une force, il faudra exprimer DOM dans le système de coordonnées dans lequel on travaille. Par exemple, ce vecteur déplacement élémentaire va être égal en coordonnées cartésiennes à DOM égale DXUX plus DYY plus DZ du Z, alors qu'en coordonnées polaires, donc dans le plan, on va avoir DOM égale DR UR plus R dθ Uθ. Expliquons pourquoi ce déplacement élémentaire en coordonnées polaires fait apparaître un terme R dθ et non pas dθ tout seul. La première chose qu'on peut voir, c'est que DOM est un déplacement élémentaire, donc une distance, et si on avait un dθ tout seul, on aurait un angle, donc on ne peut pas additionner une distance et un angle. Donc il nous faut nécessairement ici aussi une distance. On va reprendre les coordonnées polaires, la définition, pour décrire ce déplacement élémentaire. Donc on rappelle que les coordonnées polaires sont basées sur les coordonnées cartésiennes. On a ici un point M à l'instant t, et donc là on va se déplacer avec les coordonnées polaires au niveau d'un point M à l'instant t plus dt. Pour comprendre le déplacement élémentaire au niveau des coordonnées cartésiennes, eh bien, le point M se déplace tout d'abord d'une quantité dx suivant le vecteur ux, donc on a dxux, puis une quantité dy suivant le vecteur uy. Et donc cela donne naissance au déplacement élémentaire DOM en coordonnées cartésiennes. Pour faire la même chose en coordonnées polaires, on va déjà décrire les coordonnées polaires. On a ici donc le rayon, ici l'angle, et puis les vecteurs unitaires UR et Uθ, UR qui est radial et Uθ orthoradial. Du coup, pour se déplacer de M de t à M de t plus dt, le point M va devoir subir un déplacement élémentaire suivant R, donc on va pouvoir l'écrire comme ceci. Ça c'est dr suivant UR. Il va ensuite se déplacer en arc de cercle pour rejoindre le point M de t plus dt. Et cet arc de cercle s'est fait sur un angle qui vaut dθ. On a augmenté élémentairement l'angle pour arriver de M de t à M de t plus dt. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'angle, c'est le déplacement élémentaire. Et donc, il faut s'interroger sur combien vaut la distance ici en arc de cercle. Pour cela, on peut se ramener à ce qu'on connaît de l'arc de cercle. Si on prend un arc de cercle ici, qu'on va noter L, avec un certain angle alpha et une longueur de rayon qui vaut R, on sait que la longueur L vaut alpha fois R. Ainsi, notre arc de cercle élémentaire, il vaut le rayon, c'est-à-dire R plus dr, fois dθ, l'angle. Mais comme les déplacements sont élémentaires, eh bien on peut négliger le dr par rapport au R. Et donc ce déplacement élémentaire, on va l'écrire plutôt R dθ. Et cet arc de cercle s'est fait dans la direction Uθ, donc R dθ Uθ est le deuxième terme du déplacement élémentaire en coordonnées polaires. On aurait pu introduire ceci quand on a présenté les coordonnées polaires, mais celle-ci était déjà suffisamment compliquée. Nous avons décidé donc de reporter cette introduction du déplacement élémentaire en coordonnées polaires, et on le voit à cette occasion du calcul du travail élémentaire d'une force. Le travail élémentaire étant défini, il n'est pas compliqué de calculer le travail d'une force. Il va suffire d'intégrer le travail élémentaire, donc entre deux points A et B, le travail de la force va être égal à l'intégrale de A à B du travail élémentaire, et donc c'est égal à l'intégrale de A à B de la force scalaire DOM. On peut en profiter pour parler de l'unité du travail, la force étant newton, le déplacement élémentaire étant mètre, eh bien on va avoir un travail qui va s'exprimer en newton mètre, et l'équivalent des newton mètres, ce sont des joules. Cela signifie que le travail est homogène à une énergie. Et nous verrons en effet dans les théorèmes énergétiques qu'il y aura un lien entre énergie et travail. Et on voit ici tout l'intérêt d'avoir déterminé le déplacement élémentaire dans les systèmes de coordonnées, puisque pour faire l'intégrale, eh bien on va avoir besoin d'un dx ou par exemple d'un dr.
Et donc il faudra exprimer à l'intérieur ici de la force, eh bien, tout ce qui concerne, si on est en coordonnées polaires, R par exemple, ou θ, si c'est la coordonnée d'intégration, ou alors si on est en coordonnées cartésiennes, exprimer la force en fonction de x par exemple. Si on a affaire à une force constante, c'est-à-dire constante en norme, en sens et en direction, eh bien le travail de la force est plus simple, puisque la force va pouvoir sortir de l'intégrale, et si on écrit travail d'une force constante entre A et B, c'est-à-dire l'intégrale de A à B de la force constante, scalaire dOm, eh bien la force constante va pouvoir sortir de l'intégrale. On va avoir F constante scalaire l'intégrale de A à B de dOm, et on sait que ce dOm intégré entre A et B fait le vecteur AB. Donc on va avoir force constante scalaire AB. Et si on exprime le produit scalaire, on va avoir F constante fois AB en norme, donc fois le cosinus de l'angle entre la force constante et AB.